Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à ceux qui nous regardent sur Facebook et à ceux qui nous regardent sur Twitch. Content de vous retrouver ce soir pour la dernière émission de la saison. Voilà, ça va être la pause estivale. Donc voilà, on voulait faire une émission un petit peu spéciale pour l'occasion, avec la plupart des membres de la rédaction. Il manque un peu Nicolas Journet qui est responsable de la rubrique livre et qui malheureusement n'a pas pu se libérer ce soir. Mais voilà, sinon on est là. Donc l'idée de l'émission de ce soir, c'est voilà, de faire quelque chose d'un peu plus interactif que d'habitude. C'est vrai, quand on a des invités, bah, c'est pas toujours facile de discuter avec vous, de prendre toutes vos questions. Parfois j'en zappe quelques-unes, parfois il y a des relances que je laisse de côté pour pouvoir laisser parler les invités. Donc voilà, ce soir c'est open bar, vous parlez avec nous, vous discutez avec nous et on prend les questions en direct, on n'a pas de thème imposé, donc voilà, on est prêt à écouter vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nous faire des remarques aussi hein, sur le magazine si vous êtes lecteur et lectrice. Vous pouvez aussi en profiter pour discuter des articles, de nos publications, etc. Voilà, tous les sujets sont autorisés ce soir. Bonsoir Naophono sur Twitch. Voilà, bah, déjà je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun et chacune. Si vous suivez la chaîne, normalement vous avez déjà vu tout le monde, mais on va peut-être refaire un petit tour de chacun pour rappel. Peut-être Héloïse, tu veux commencer en tant que directrice? Tu veux que je me présente, c'est ça, Hugo? Ouais, voilà, exactement. Donc moi, je suis journaliste. Disons, c'est mon identité professionnelle. Et je dirige Sciences Humaines. Je co-dirige avec Nadia Latrèche. Et plus spécifiquement, la rédaction de Sciences Humaines. Alors, la rédaction au sens large, c'est-à-dire que la rédaction, c'est à la fois un mensuel, c'est aussi un trimestriel, les grands dossiers des sciences humaines. Ce sont des hors-séries, notamment les essentiels que vous pouvez trouver en ce moment en kiosque, notamment celui en ce moment sur les sagesses antiques. Et puis c'est aussi une maison d'édition avec une quinzaine de titres qui sont édités chaque année. Et enfin, un MOOC qui est entièrement rédigé par Jean-François Dortier, le fondateur de Sciences Humaines, et qui s'intitule L'Humanologue. D'accord, ben, ça fait pas mal de choses à faire. Bonsoir Hugo de TP sur Twitch. Voilà, si vous nous rejoignez, on est dans les présentations, donc on passe à Cécile. Allez, à toi. Moi, je suis la petite nouvelle puisque je suis arrivée en mars. Je suis journaliste aussi et je suis rédactrice en chef adjointe, c'est-à-dire que j'épaule Héloïse dans les missions de conception, de relecture et puis des articles essentiellement du mensuel mais aussi des grands dossiers. Et puis j'écris des articles aussi parce que c'est mon travail et que j'aime ça. Et j'ai beaucoup travaillé avant, dans les titres précédents dans lesquels j'ai œuvré, notamment sur les questions d'éducation. Donc c'est plutôt ta spécialité, quoi, l'éducation. Oui, j'ai aussi travaillé sur les questions d'urbanisme, les questions d'aménagement du territoire. Mhm. Et voilà. D'accord. Bonsoir Danae 2034, bonsoir Pauline ici, bienvenue. Donc voilà, pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des sujets de discussion à lancer, on est là pour discuter avec vous ce soir. Fabien, tu veux te présenter? Oui, donc moi je suis journaliste, je suis à Sciences Humaines depuis un an à mi-temps, où je m'occupe notamment du suivi des dossiers, où j'écris pas mal, où j'écris aussi dans une rubrique consacrée à la culture pop, à laquelle on avait consacré une émission une fois. Et voilà, et puis par ailleurs je suis journaliste pigiste pour d'autres magazines, souvent en vulgarisation scientifique, des sciences humaines et sociales. Ok, très bien. Et last but not least, Maude. Oui, donc alors moi je m'occupe de la rubrique référence pour le magazine Sciences Humaines, la rubrique qui présente donc chaque mois un grand penseur des sciences humaines. Je suis journaliste, j'ai une formation plutôt de sociologue à la base et donc après ça m'amène à couvrir tous les sujets qui peuvent concerner justement la société et la sociologie. Voilà.
Ok. Alors, du coup, on est finalement pas si nombreux que ça ce soir pour un magazine qui paraît tous les mois avec quand même une certaine quantité de pages. Je ne sais pas si d'ailleurs dans le chat vous lisez Sciences Humaines, si vous connaissez ou si vous êtes juste là parce que vous traîniez sur Facebook ou sur Twitch. Mais si jamais vous ne connaissez pas, Héloïse, peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qu'on écrit dans Sciences Humaines, qui écrit d'ailleurs aussi dans Sciences Humaines, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc, Sciences Humaines, c'est le premier et au fond le seul magazine de vulgarisation des sciences humaines, c'est-à-dire de toutes les sciences humaines, philosophie, histoire, sociologie, économie, géographie, sciences du langage, sciences des religions, sciences de l'éducation, psychologie et j'en passe. Donc, on essaie de couvrir l'ensemble de ces champs de manière pédagogique et synthétique pour pouvoir justement les mettre à la disposition d'un public pas forcément spécialisé. Ça peut être des lycéens par exemple ou je sais pas moi, des entraîneurs sportifs, des magistrats, des gens qui sont cadres dans une entreprise, qui sont soignants dans un hôpital, mais qui sont voilà, curieux des avancées de la recherche dans toutes ces disciplines qui concernent finalement le fonctionnement de l'être humain, de ce curieux animal que nous sommes tous, l'être humain, et comment il fonctionne en société et comment il fait tourner sa planète. Donc voilà, c'est tous ces grands enjeux qu'on essaie de suivre avec des journalistes qui sont spécialisés. Donc vous en avez certains ici, mais il y en a d'autres qui ne sont pas présents. Parce que soit ils ne sont pas disponibles, comme Nicolas Journet, soit tout simplement ils sont freelance, ils sont pigistes. Donc ça, on en a un certain nombre qui sont des journalistes spécialisés. Donc ils n'étaient pas forcément disponibles ce soir, mais il y en a qui sont très fidèles à Sciences Humaines, qui écrivent beaucoup. Alors je pense notamment Martine Fournier, qui a été une grande rédactrice en chef de Sciences Humaines et qui continue à écrire, à diriger des numéros. Jean-Marie Potier, qui couvre les sujets relatifs à la science politique et à l'économie. Marc Olano, qui couvre les sujets relatifs à la psychologie. Béatrice Laméraire, qui parle des sujets liés à l'éducation. Ce sont des signatures que vous avez souvent croisées dans Sciences Humaines si vous lisez le magazine, et qui sont aussi des piliers aujourd'hui de la rédaction. Et puis il y en a bien d'autres. Alors s'ils nous suivent, je suis désolée de ne pas tous les citer, mais en fait c'est vraiment une équipe aujourd'hui assez nombreuse derrière les 5-6 visages que vous voyez là. Il y a des gros bataillons d'excellents spécialistes. Et puis dans Sciences Humaines, il y a aussi des universitaires qui écrivent, souvent des professeurs d'université, des chercheurs, et qui ont aussi à cœur de diffuser leur savoir auprès d'un public plus large que celui qui compose leur amphithéâtre. Et donc, il y a toujours cet équilibre, en fait, assez original dans le magazine Sciences Humaines, entre des articles écrits par des journalistes qui font un travail de recherche et de pédagogie, et puis des articles aussi de synthèse et de vulgarisation écrits par des chercheurs. Ok, Naofono qui nous demande, vous avez toutes des spécialités distinctes, socio-éducation, est-ce que c'est fait exprès? Oh bah oui, parce que on peut pas suivre tous les champs disciplinaires tous en même temps, quoi. Il faut, comme on est un magazine de vulgarisation scientifique, il faut qu'on se spécialise un petit peu en tant que journaliste. Donc chacun va avoir un petit peu des spécialités. Moi, par exemple, je vais plutôt faire le suivi de la philosophie au sein de Sciences Humaines ou des sciences du langage. Là où Maud, Héloïse, Nicolas, Cécile vont avoir, ou toi, Hugo, vont avoir d'autres spécialités. Ouais, c'est vraiment une question d'économie. Un journaliste qui suivrait tous les champs disciplinaires en même temps n'y arriverait pas, en fait. Il y a trop de travaux qui paraissent tout le temps. Et il faut un petit peu d'acclimatation à chaque discipline, tout de même, pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe, pour pouvoir aussi repérer rapidement des personnes qui seraient susceptibles d'écrire ou d'être interviewées. Donc oui, il y a vraiment, et ça je crois que ça a toujours été comme ça, c'était cette tradition dans Sciences Humaines d'avoir des journalistes dédiés à certains sujets de recherche. Oui, d'autant que tous les travaux de recherche qui sortent et qui sont sérieux, disons, d'une certaine manière, s'intègrent dans des discussions scientifiques.
Et pour bien en restituer la teneur et l'importance, il faut savoir à qui les chercheurs répondent. Quelquefois, c'est des chercheurs anciens, quelquefois, c'est des chercheurs contemporains, mais il faut avoir cette culture des grands sujets des sciences humaines, et il y en a beaucoup. Par exemple, moi, j'ai fait, comme Fabien, des études de philosophie. On pourrait croire qu'on se marche sur les pieds l'un de l'autre, mais en fait, la philosophie, c'est très, très vaste. Et moi, par exemple, je vais plus m'intéresser à la philosophie politique. Fabien va plus s'intéresser à la philosophie des sciences, à la philosophie du langage, comme il l'a dit. Voilà, et donc il va y avoir des zones de croisement, des sujets qu'on pourrait traiter tous les deux. Mais voilà, les champs sont très, très vastes. Ok, donc Hugo de TP qui nous dit je suis étudiant en sociologie. Je ne sais pas si tu lis déjà sciences humaines. D'ailleurs, c'est souvent Maud qui traite les sujets de sociaux dans sciences humaines. On en a régulièrement, même s'ils ne font pas toujours la couve. Danae qui demande vous souhaitez être un média accessible, ne pensez-vous pas que son titre sciences humaines restreint votre public par une connotation trop intello? Qui répond à celle-là? Alors, c'est un sujet de discussion qu'on a souvent eu en interne sur le fait que pour nous, l'expression sciences humaines ou sciences humaines et sociales ou sciences sociales, elle est hyper évidente. On sait tout de suite de quoi on parle. On sait tout de suite qu'on parle d'histoire, de philosophie, de sociologie, de psychologie, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une expression qui n'est pas forcément connue pour des gens qui n'ont pas suivi un cursus à l'université en sciences humaines, que ce soit une licence de lettres ou une licence de sociaux ou autre. Et du coup, et en même temps, c'est vraiment l'ADN du titre, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est voilà, les sciences humaines et sociales en général. Donc, je ne sais pas si on pourrait remplacer Pour la petite histoire, il y a eu un moment dans l'histoire du titre, il y a une quinzaine d'années, où ce reproche nous arrivons quelquefois. On a fait des titres plus grand public en s'émancipant un petit peu des recherches même issues des sciences humaines les plus académiques. Et on est allé jusqu'à changer le titre du journal, puisqu'on a fait un nouveau logo où il n'y avait plus écrit sciences humaines, mais SH. Et en fait, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que nos lecteurs étaient vraiment déroutés, se demandaient ce qu'on faisait, ne nous trouvaient plus en kiosque. Et errare humanum est, l'erreur est humaine, mais la suite c'est perseverare diabolicum. Il faut savoir s'arrêter. Donc on arrête et on garde sciences humaines. Et donc on est revenu sur nos bases. Et effectivement, vous avez raison, sciences humaines c'est un titre très académique, très presque plus austère que ne le sont nos contenus. Mais en même temps, c'est notre identité et une identité tout à fait unique dans le paysage de la presse et c'est dommage de le cacher. Mais s'il y a des lecteurs et lectrices de sciences humaines qui ont des idées de noms de magazines, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, ça sera toujours intéressant. Allez, proposition de nom de magazine qui traite de sciences humaines. C'est pas facile, n'empêche de trouver une alternative. Et du coup, vous pensez que les sciences humaines sont reconnues en tant que telles en France? Est-ce que pour les gens, dès qu'on dit sciences humaines, ça devient tout de suite intello et universitaire et du coup pas très accessible? Ou est-ce que les gens, dès qu'on dit sciences humaines, ils voient de quoi on parle? Autour de vous, je sais pas, vous avez déjà posé la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, quand mes amis me disent régulièrement, mais comment s'appelle ton nouveau magazine déjà? Et souvent, ils me disent Science et Vie. Alors, je dis non. Et je dis non, Sciences Humaines. Alors, il y en a un certain nombre qui connaissent Sciences Humaines, qui l'ont lu quand ils étaient, souvent quand ils étaient étudiants ou quand ils étaient au lycée, ou qui sont abonnés ou qui continuent à le lire. Et il y en a beaucoup qui ont une intuition de ce que sont les sciences humaines. En général, ils me disent socio, histoire, hein, mais ouais. La largeur du champ est assez méconnue en réalité. Et donc, j'ai l'impression que les sciences humaines sont connues par les gens, oui, qui ont été sur les bancs de la fac en sociaux, en psycho. Ouais. Mais les autres ont peut-être fait des sciences humaines en l'ignorant d'ailleurs. Oui, moi de mon côté, c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, souvent, on me dit que sciences humaines est confondu avec d'autres titres, par exemple Sciences et Avenir ou ce genre de magazine qui commence aussi par science. C'est un peu la difficulté, mais en fait, le titre, pour revenir à la question sur le titre aussi, ça tient aussi au projet initial en fait de Sciences humaines. Quand François Dortier a fondé le magazine, le projet c'était de comprendre l'humain
dans toute sa diversité. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre manière que si on veut le faire scientifiquement parlant, voilà, sciences humaines, ça résume très bien justement ce sujet. Et puis par ailleurs, on a une grande diversité de disciplines. On parlait de la sociologie, on fait aussi de la psycho, de la philo, des sciences de l'éduc. Même parfois, on s'ouvre aussi à des questions qui sont très proches de la biologie, la génétique, etc. Donc voilà, ça résume vraiment le sujet. C'est les sciences de l'humain, en fait. Ouais. Mariam qui dit qu'il faudrait un titre qui représente la pluridisciplinarité, la pensée complexe. Alors la pensée complexe, maintenant c'est un peu connoté. mais sinon, si vous avez des idées, allez-y. Hein. Magazine. Alors, il y en a un qui a eu une idée, hein, c'est Jean-François Dortier qui a lancé l'Humanologue. Voilà, mais du coup c'est fini. Le titre n'est plus dispo, mais c'est vrai que ouais, y a ce côté. En fait, mais d'une certaine manière, avec l'Humanologue, on recrée une science de l'humain et on perd le pluriel qu'il y a dans sciences humaines. Oui, ça devient une science au singulier. Donc Hugo de TP qui dit « Selon moi, les sciences humaines en général ne sont pas assez reconnues et c'est bien dommage, elles permettent de comprendre tellement. » Alors, par rapport à ce sujet des sciences humaines, c'était l'objet d'une émission en tout début d'année, au mois de septembre, avec Philippe Hudman, mais c'est vrai que c'est un reproche qui revient souvent. Moi qui modère les commentaires Facebook, je le vois souvent revenir le truc, c'est est-ce que les sciences humaines sont des sciences? Est-ce que c'est pas juste des militants? Est-ce que c'est pas juste des gens qui infiltrent les facs pour publier des papiers en donnant simplement leur avis? Voilà, les sciences humaines ont aussi c'est un peu cette réputation d'être plutôt des tribunes molles ou d'être molles, mais en tout cas de pas voilà, c'est pas le même niveau sciences humaines que sciences et vie ou sciences et avenir, parce que on traiterait plutôt des sciences molles que des sciences dures, et il n'y aurait pas le même niveau de certitude, pas le même niveau de fiabilité, etc. quoi. Pour se venger, on peut dire parfois que les autres sciences sont des sciences inhumaines et asociales. Non, mais ce qu'on peut dire à ça, c'est qu'il y a en fond, il y a un vrai débat en fait sur qu'est-ce qu'une science, qui est assez compliqué en fait, qui a pas mal de réponses différentes. Et moi, j'aurais plutôt tendance à défendre l'idée que les sciences humaines sont des disciplines qu'on peut qualifier de scientifiques, mais ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent exactement de la même façon que les mathématiques ou la physique ou la biologie. Mais après, ce n'est pas parce que différentes disciplines scientifiques ne fonctionnent pas de la même façon qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de scientifiques. Ça nous entraîne un petit peu loin de développer, mais ce qui est important, ça va être quelques critères comme la rigueur de l'argumentation, le fait de soumettre son travail à des pairs, à des personnes qui travaillent sur les mêmes sujets dans le champ universitaire ou dans des instituts de recherche. Mais ouais, au-delà de ce débat philo un peu pointu, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous renverrai vers l'émission avec Philippe Hudman, qui du coup est philosophe et traite de ce sujet. Mais vous, votre rapport à votre matière première, les sciences humaines, vous l'entretenez comment? Est-ce que quand vous trouvez une nouvelle recherche, un nouveau bouquin, une nouvelle étude, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une découverte comme il pourrait y en avoir en biologie, en sciences physiques, quelque chose dont on est sûr? Est-ce que vous remettez en perspective ce que vous lisez en vous disant peut-être qu'il y a des choses qui sont justes et d'autres moins justes? Est-ce que comment vous appréhendez votre matière première, votre matériau? Je dirais que ça s'inscrit dans une conversation, comme disait Héloïse, en fait. On travaille pas on est toujours sur des savoirs en construction, on est sur des champs qui sont en dialogue les uns avec les autres, et ça s'inscrit dans des conversations sur un temps parfois très long. Enfin, ça dépend des disciplines, ça dépend des sujets aussi. Et en tout cas, lorsque je lis un article, par exemple, je lis n'importe quoi en sciences de l'éducation, par exemple, qui sont déjà en elles-mêmes une science très pluridisciplinaire, je vais déjà essayer d'aller lire d'autres articles de l'auteur pour essayer de comprendre si c'est un champ de travail nouveau, comment ça s'inscrit dans son travail, peut-être comment ses travaux ont évolué d'ailleurs au fil des années. Et puis, je vais essayer de l'inscrire selon que je connais le thème ou pas. Je vais savoir assez rapidement si ça s'inscrit plutôt dans tel
ça va être un peu schématique de dire de telle chapelle ou peut-être dans tel champ de réflexion, dans telle école, etc. Et puis, je vais voir si parfois c'est très nouveau ou si c'est très nouveau, ça va être peut-être qu'on va se dire c'est un nouveau champ, c'est intéressant, mais on aura moins d'éléments de comparaison. Donc, on va être en alerte sur les papiers qui vont sortir ensuite pour essayer de voir comment ça va étayer, infirmer, si c'est un petit bruit qui commence juste à monter ou si peut-être à l'étranger, c'est déjà un champ qui est en cours d'exploration. Donc déjà, je pense qu'il faut, en tout cas, moi j'essaye de ne pas me limiter forcément à la France, mais d'aller voir aussi déjà, parce que je suis francophone, les recherches en Belgique, les recherches au Canada, où notamment en pédagogie, il y a des choses très intéressantes, puis après à élargir au monde anglo-saxon et puis à l'Europe, etc. Et puis, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, mais, non, mais c'est clair. Mais en fait, c'est très juste. Moi, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Cécile, c'est-à-dire que pour répondre aux deux questions à la fois, les sciences, ce sont des connaissances qui progressent en se confrontant. Et donc, elles se confrontent à quoi? Elles se confrontent à des données. Donc, quand on lit un livre, est-ce qu'il y a des données derrière, un travail méthodologique de recueil de données? Et à quelles données ça vient se confronter ou à quelles données ça vient compléter. Et puis, ça se confronte à des modèles théoriques, donc des visions d'une certaine manière de l'homme, du monde, de la société, de l'école, du travail, en fonction du sujet. Et c'est ce qui nous excite aussi, c'est de voir, finalement, cette vision-là, je la remets aussi, moi, en question, en tant que lecteur, en tant que lectrice, ou je l'amende un petit peu, et j'avance aussi grâce aux lectures des sciences humaines dans mes représentations de l'homme et de la société. Et juste avant de reprendre les questions, il faut se méfier d'une vision aussi un petit peu héroïque des sciences, y compris physiques ou biologiques. Il n'y a jamais de découverte du jour au lendemain, en fait. Les découvertes, elles s'inscrivent toujours dans des discussions qui s'étendent sur des siècles. Par exemple, il y a quelques années, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles qui résultaient de la fusion de deux trous noirs. C'était une découverte extraordinaire, mais ces ondes gravitationnelles, ça faisait extrêmement longtemps qu'on supposait leur existence, qu'on en tenait compte ou pas selon les modèles mathématiques. Donc, ce n'était pas non plus un truc totalement nouveau. Et il n'y a aucune discipline où on découvre les trucs du jour au lendemain, en fait. Et ce qui est important aussi, ce que disait Héloïse est important. Enfin, en tout cas, moi, pour la discipline que je couvre, la sociologie, la question des données est effectivement très importante. Parce que, et c'est aussi le travail du journaliste, finalement, quand on a un nouveau livre, un nouvel article sous la main, de décortiquer d'où viennent en fait les conclusions de l'article. Est-ce que ça repose effectivement sur des données solides, donc notamment des questionnaires avec un certain nombre de réponses, une méthode de travail qui était... en sociologie, il y a des grands principes méthodologiques à respecter quand même. Et on ne parle pas de nulle part à partir d'affirmations. Donc il y a soit les questionnaires, soit les entretiens, soit des observations, ce genre de choses. Donc il y a tout ce travail de contrôle qui doit être fait, et que, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille en sociologie, qui se fait pour juger justement si l'ouvrage ou l'article qu'on a sous les mains c'est quelque chose de vraiment sérieux. Au-delà de l'originalité qu'il peut avoir immédiatement, il ne faut pas s'en tenir à l'originalité. Il faut aller creuser derrière, voir sur quoi il repose, voir sur quoi les affirmations reposent. Alors, donc je continue les questions. Danae nous pose une question différente de ce sujet-là. À propos de pluridisciplinarité, avez-vous fait un sujet sur la société inclusive, terme qui fait beaucoup débat, y compris chez les personnes concernées par le handicap? Alors moi, je pense que j'en ai un peu parlé dans un dossier sur l'autisme que j'ai fait pour Sciences Humaines il y a 2 ans, je dirais, à la louche. C'était au tout début du Covid, je crois. On avait fait, mais on n'a pas fait un article spécifiquement sur la notion de société inclusive. Si, on en a fait plusieurs. Hein. On en a fait plusieurs. Dans mon dossier, je parle. Après. On a fait un dossier sur le handicap où il était évidemment beaucoup de questions. Alors il y a assez longtemps, c'est vrai, mais on a fait un dossier sur le handicap où il était forcément question de la société inclusive. Et puis, effectivement, on en a parlé dans de nombreux numéros, effectivement, sur l'autisme. Le numéro que tu avais dirigé l'année dernière sur l'autisme, excellent numéro. On avait fait un autre numéro il y a très longtemps, plus historique, qui s'appelait de l'enfant sauvage à l'autisme, où il y avait aussi un article sur la société inclusive. On a fait dans le tout dernier numéro, celui qui est en kiosque en ce moment,
il y a une infographie sur la société inclusive. Donc, je vous invite à aller la voir. Et puis, dans le numéro de septembre à paraître, il y aura un article sur l'école inclusive. Et les limites, voilà. Est-ce qu'on peut spoiler en exclusivité pour nos spectateurs et spectatrices? Ça va être quoi Est-ce qu'on peut spoiler en exclusivité pour les spectateurs et spectatrices le sujet du numéro de rentrée? Alors peut-être que je peux en dire 2 mots. Peut-être c'est un article qui est signé par Béatrice Camerer, qui est une grande spécialiste éducation, une journaliste qui connaît très très bien notamment ces questions, qui écrit beaucoup pour Sciences Humaines et qui nous fait un article un peu bilan en essayant de comprendre comment cette notion d'inclusion, la notion d'inclusion donc dans le milieu scolaire, à l'école inclusive, à partir de quand ce concept s'est imposé à la fois dans les esprits et dans les têtes, et quelle est sa réalité sur le terrain. En fait, elle l'évalue à l'épreuve du terrain. Et donc, je ne vais pas évidemment vous lire l'article là, parce que vous dévoilez tout, vous spoilez. Vous pourrez guetter dans vos kiosques. Voilà, on peut dire que c'est une révolution en cours, voilà, mais en cours seulement, et qui a beaucoup de limites, et à la fois des limites sur le plan pratique, mais aussi sur le plan philosophique. Et je pense que l'article de Béatrice vous donnera aussi envie de relire d'autres articles qu'on a fait sur le sujet, notamment dans le domaine de l'éducation. La question de l'inclusion, elle est très centrale aussi dans le domaine. Voilà, donc à la rentrée en kiosque. Voilà, et on peut préciser, mais en exclusivité pour nos aficionados qui nous suivent sur Twitch et sur Facebook Live, que ce dossier de rentrée qui paraîtra le 1er septembre sera un très beau dossier qu'a dirigé Cécile sur un sujet beaucoup plus vaste, puisque ce sera sur les grands enjeux de l'école aujourd'hui. Voilà, on n'en dira mais pas plus. Mais vous ne dites pas autour de vous, c'est encore secret, c'est sous embargo. À découvrir le 1er vrai septembre. Sujet de rentrée, quoi. Bonsoir Benjamin Durtest sur Twitch, bonsoir Mickaël sur Facebook, bienvenue à tous les deux. N'hésitez pas à nous solliciter, poser vos questions, faire vos remarques. On est là pour discuter avec vous ce soir. Alors, je dire remonte aussi s'il y a des articles que vous aimeriez lire dans Sciences Humaines, des sujets que vous aimeriez qu'on traite. C'est le moment. Des livres que vous avez lus qui vous ont passionné récemment. Alors Mariam qui demande, est-ce qu'il existe des clubs ou cercles de discussion d'études SH? Alors déjà, il y a des émissions sur Twitch et Facebook tous les mercredis sur Sciences Humaines, sur les comptes de Sciences Humaines où on en discute. Après, sinon, j'ai pas connaissance de cercles de discussion autres sur Internet, si ce n'est après, voilà, peut-être les chercheurs qui créent des communautés autour d'eux, hein, ça se fait de plus en plus, des chercheurs et des chercheuses qui souvent sont jeunes et voilà, créent des Discord, des salons de discussion, même des chaînes Twitch, des comptes de réseaux sociaux où ils vulgarisent, ils en discutent et ça crée tout de suite voilà, des discussions justement. Alors, où en suis-je ? Naofono qui dit au niveau concret, je trouve dommage qu'on ne puisse pas acheter un article en ligne à l'unité, ni qu'on ne puisse pas vous trouver sur Kern. Alors sur Kern, il me semble qu'on y est, hein, si on est sur Kern. Je ne m'abuse. Je suis enseignante-chercheuse à l'université, j'aimerais bien distribuer certains articles aux étudiants et étudiantes, mais là, à moins d'acheter tout le numéro, ce n'est pas possible. Ah, il y a une autre solution, madame, c'est de vous abonner et de faire abonner tous vos étudiants. Vous savez que ce serait en plus, parce que l'abonnement, il est pas plus cher que ne l'était dans une ancienne période la vente d'articles à l'unité, ce qu'on a fait. Et effectivement, là, pour quelques euros par mois, vous avez accès à plus de 30 000 articles, rendez-vous compte. Non, je ne suis pas là pour faire la publicité de Sciences Humaines, mais sachez en tout cas qu'effectivement, il y a des abonnements numériques qui ont des conditions très favorable pour les universités, les écoles, les lycées. Donc voilà, tout ça est indiqué sur notre site. Qu'on est sur Kern, donc vous pouvez effectivement tout à fait vous procurer et diffuser nos articles via Kern. Tous les numéros ils sont de même sur notre site. On a tous les articles parus dans Sciences Humaines sont archivés depuis 97. Donc effectivement, c'est un outil en fait documentaire qui est important, hein, parce qu'il y a des grandes signatures aussi dans ces archives et voilà.
Alors, Naofono dit, je n'arrive pas à vous trouver sur par ailleurs, Kern. j'ajouterais Ouais, autre vas-y. chose, c'est-à-dire que puisque vous êtes manifestement usagère du site de sciences humaines, on est en train de travailler à sa refonte. Et donc, ce type de témoignage, en fait, sur, par exemple, les achats à l'unité, moi, je les entends et je les retiens. Et n'hésitez pas surtout, et je le dis à tout le monde, à nous faire vos retours parce on va s'aventurer dans le chantier de la refonte et ça fait partie des témoignages qui peuvent nous être très utiles pour arbitrer entre certaines possibilités. Voilà. Et cette question justement de la vente à l'unité n'était pas un sujet à... La possibilité d'avoir un paywall n'était pas quelque chose qui était en discussion, enfin qui... Alors, un paywall, c'est encore autre chose parce Ouais. qu'un paywall, effectivement, ça peut permettre l'achat à l'unité, mais c'est pas forcément ça. Le paywall, ça peut être aussi juste donner une adresse email, par exemple, pour avoir accès. Et ça peut n'être ouvert aussi que à l'abonnement numérique, par exemple. Donc, le paywall en soi, c'est pas un outil qui garantit que l'achat d'articles à l'unité soit possible. D'accord. Alors, c'est un peu technique, hein, je suis désolée. Ouais, on comprend. Naofono, elle dit quand même, je n'arrive pas à vous trouver sur Kern. Peut-être que mon université n'a pas pris tout l'abonnement. Alors, je ne sais pas s'il y a différents abonnements sur Kern là. Peut-être que tu peux mettre déjà le lien de Sciences Humaines si tu le trouves je vais essayer de de vous Kern le dans le partager, chat. mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça vaut la peine parce que... Je vais regarder ça. Alors pendant ce temps, donc Benjamin Durtès qui dit, j'ai entendu dire que le thème les sciences humaines était au programme de l'oral de l'agrég de philo l'année prochaine. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un numéro spécial sur le concept lui-même ou quelque chose de ce genre. Sur les sciences humaines et la philo, c'est ça? Parce que en fait, alors, je suppose. alors, je sais pas si tu veux répondre, hein, mais en fait, il y a un certain nombre de philosophes qui ont beaucoup travaillé sur le rapport entre philosophie et sciences humaines. Enfin, je pense notamment à Paul Ricoeur. Mais il y en a d'autres. Il y a toute la tradition herméneutique, notamment, qui a beaucoup réfléchi sur ces liens philo-sciences humaines. Et c'est vrai que je ne sais pas quel est exactement le programme de l'oral de philo, qui concerne d'ailleurs assez peu d'étudiants, hein, mais c'est des questions vraiment très, 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 très intéressantes, mais souvent, d'un point de vue philosophique, quand même assez restreintes par rapport à l'immense champ que nous, on va couvrir. Voilà. Je sais pas ce que ce qu'on peut dire peut-être plus généralement, c'est qu'on regarde quand même les programmes de concours de manière générale et que si vous préparez des concours, soit cette année ou l'année prochaine, il y a vraiment énormément de ressources dans les archives de sciences humaines. Je pense notamment au dossier référence que Pilote Mode, où là on a toute la pensée d'un auteur présentée de façon super pédagogique et en quelques pages seulement. Enfin, ça permet vraiment de gagner du temps quand on prépare les concours. Et nous, on est attentifs à ça. On veut vraiment aussi être un outil pour tous les candidats et les candidates, quoi. Est-ce qu'on peut parler de la lettre étudiante aussi? Oui, tout à fait. Voilà, ça s'inscrit aussi dans cette volonté de coller justement au sujet de concours, mais pas que. Donc chaque semaine, en fait, Sciences Humaines prépare une lettre étudiante qui comprend en fait différentes petites rubriques et l'idée c'est de coller au plus près des programmes lycée, première, deuxième, troisième année d'université sur les disciplines des sciences humaines, donc sociaux, SES, philo, histoire, sciences de l'éducation, etc. Donc, Voilà. donc si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez très bien vous abonner à partir du site internet de Sciences Humaines. Et les lettres reprennent en septembre, hein, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc Isabelle qui dit « Bonjour, abonné issu des sciences, biologie, immunologie. Je trouve que toutes les sciences nous aident à comprendre notre place. Merci pour votre commentaire et pour vos encouragements. Merci d'être abonné aussi. On en a besoin des abonnés. » Danae qui dit concernant la société inclusive, vous n'avez relié qu'au handicap dans vos réponses. Or, ma question était sur ce concept de société inclusive au sens plus large qu'il serait intéressant de traiter. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre sur le concept en général de société inclusive? Alors, c'est plutôt de la philo, c'est ça? Il y a des aspects politiques, il y a des aspects... c'est vrai que c'est pas forcément lié au handicap, il peut y avoir des questions d'égalité homme-femme aussi, par exemple.
Est-ce qu'on a fait déjà des articles un petit peu transversaux sur cette notion d'inclusion? Je dirais que la société, alors oui, c'est le cas effectivement de l'infographie qu'on vient de publier, mais quand même globalement, on a toujours relié la notion de société inclusive à celle de handicap, de manière, enfin peut-être pas toujours, mais de manière très majoritaire. Parce que c'est quand même une expression qui vient des politiques du handicap. C'est quand même son terreau originel. Voilà, donc il n'est pas si facile de s'en extraire. Ou surtout de définir les contours de qu'est-ce qu'on appelle une différence. Parce que c'est ça la société, une société inclusive, c'est une société qui cherche à s'adapter et à inclure les personnes qui présentent des particularités ou des différences. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ces particularités, ces différences? Quand c'est référencé à un handicap, on sait précisément de quoi on parle. Au-delà, ça devient très vite extensible et on a un peu plus de mal à délimiter le sujet, mais peut-être que notre internaute a une idée plus précise en tête, peut-être sur la question du genre ou sur la question des âges de la vie ou sur, je sais pas à quoi vous faites référence. Ouais, n'hésitez pas à préciser. En attendant, je dis bonjour, je me demandais qu'est-ce qui assure du sérieux d'un magazine qui parle de science et du vôtre particulièrement. Sommes-nous un magazine sérieux? C'est vrai Et qu'on comment sourit en être beaucoup ce sûr, soir. surtout? Non, mais c'est Alors une déjà, vraie je pense question. ouais, c'est une vraie question, mais il y a deux petits détails Bien sûr. qui ont leur importance, quel que soit pour notre magazine ou n'importe quel autre. C'est qu'on est assez attentif à donner les sources de ce qu'on donne, et il est assez facile de vérifier du sérieux de ces sources. C'est-à-dire que quand par exemple, on cite en référence le livre d'un chercheur ou d'une chercheuse qui est attaché à un laboratoire de recherche universitaire ou à un institut comme le CNRS ou autre, on a quand même des bonnes raisons de penser que le propos est sérieux. On ne cite pas des penseurs indépendants qui font leur truc tout seuls dans leur coin ou ce genre de choses. Et ça, c'est un truc qui est souvent apprécié par les personnes qui nous lisent. On a eu souvent des courriers en ce sens. Et puis le deuxième point qui est important, c'est, je pense, le profil effectivement des personnes qu'on va chercher, des experts qu'on va chercher. Là encore, si vous lisez nos articles, on ne le détaille pas forcément dans l'article, mais que vous googlisez par exemple les personnes qu'on cite, vous verrez assez rapidement qu'on essaye presque toujours d'aller chercher les personnes les plus pointues dans le domaine dont parle l'article. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Moi, je me dis, Sachant que il y a aussi l'idée, le sérieux pour moi, c'est aussi dans l'idée de croiser ses sources. C'est si on va interviewer, si on va baser notre article, fonder notre article sur la parole d'un seul chercheur en général, c'est quelqu'un qui va avoir lui-même être rentré en dialogue avec les autres chercheurs. Et puis, c'est sous forme d'interview. Si c'est sous forme d'interview, ça va être très assumé. Et souvent, on va citer différentes sources dans nos articles. Et s'il y a des points de vue divergents, des interprétations divergentes, on va essayer de donner une vision la plus large possible et la plus, je dirais, la plus objective possible. C'est-à-dire qu'on va rarement prendre parti, on va surtout donner à entendre, donner à voir, et en notant toujours, comme tu disais, les références sur lesquelles on se fonde. Après, quel que soit le média, le titre de presse ou autre, c'est très sain de le lire avec un œil critique et de se demander si l'article est bien sérieux, hein, et de vérifier si on a un doute sur le sérieux de l'article. Et j'ajouterais même, alors évidemment, j'approuve tout ce qui vient d'être dit, fiabilité des sources, précision et exactitude des faits, dissociation aussi des faits et des interprétations, c'est aussi important, je trouve, pour la qualité de l'information en général. Et capacité aussi à se remettre en cause et à se remettre à jour, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, même nous dans Sciences humaines, ou de faire des erreurs a posteriori, c'est-à-dire de publier un article scientifiquement juste un jour et qu'une autre recherche, 10 ans plus tard, remette en question ce qu'on a publié. Et ça nous arrive rarement, mais ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé qu'un lecteur nous dise ce que vous avez dit il y a 10 ans, par exemple, sur le trouble de la personnalité multiple ou autre, ça ne va plus du tout aujourd'hui.
Et donc là, c'est à nous aussi de reprendre nos papiers, de vérifier, de voir ce qui est paru depuis et de faire une mise à jour, par exemple, sur notre site internet. C'est des choses qu'on peut faire à Sciences Humaines et que toutes les rédactions ne font pas. Et je pense qu'ils sont aussi un gage de notre sérieux. On a aussi mis en place un médiateur de la rédaction, c'est Nicolas Journet, qui a une page où il fait état des débats qu'il peut avoir avec les lecteurs. Il me semble que c'est très sain aussi, dans un journal, d'avoir une personne voilà, qui est à l'écoute des commentaires des lecteurs, qui vérifie si un journaliste a pu faire une erreur ou pas. Et c'est rare que nos journalistes fassent des erreurs quand même, mais ça peut arriver. Et si c'est le cas, d'être capable soit de le dire, soit plus souvent. Peut-être qu'on aurait dû préciser qu'il y avait débat sur ce sujet et le dire de manière, par exemple, moins catégorique. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une autre thèse qui existe, dont on va vous parler et dont on va vous donner aussi la source. Voilà. Mais de manière générale, oui, je pense qu'on est une rédaction très sérieuse pour une raison simple aussi, c'est qu'on a le temps quand même, malgré tout. On est un mensuel. On n'a pas le rythme de certains sites internet ou de certains quotidiens ou de certaines émissions de télé. Donc, on a le temps de lire, vraiment. On a le temps de lire les articles scientifiques. On a le temps de les confronter. On a le temps de faire presque un vrai travail de chercheurs, de petits chercheurs, chercheurs journalistes. C'est un métier un petit peu entre les deux qu'on pratique. Et c'est quand même assez rare, voilà, dans la presse d'aujourd'hui. Voilà, ça a un coût, mais c'est assez rare et c'est notre métier, c'est notre quotidien. Maud, tu veux ajouter quelque chose dessus, sur ce sujet? Je crois que tout a été dit, hein, je prie à ce qui a été dit. Très bien. Alors, si jamais vous avez des réclamations à faire ou des remarques, je vous mets l'adresse du médiateur de la rédaction, Nicolas Journet, @scienceshumaines.fr. Ne le submergez pas d'emails inutiles. Oh, il aime ça, il aime ça. Oui, on sait qu'il adore ça, hein. Avoir du courrier, avoir des mails. Voilà, mais voilà, si vous avez des remarques à faire sur le contenu de nos articles, bien sûr, hein, comme l'a dit Héloïse, on est toujours à l'écoute, donc voilà son adresse. Alors, moi j'avais une question à vous poser aussi par rapport au sérieux du magazine. Comment est-ce qu'on choisit un sujet qu'on va traiter dans Sciences Humaines, en particulier un sujet de dossier? Qu'est-ce qui fait que ce sujet-là est préféré à d'autres? Est-ce que c'est lié à l'actualité? Est-ce que c'est lié à la recherche elle-même? Et est-ce que quand on choisit un sujet, on le fait passer d'abord au crible de la recherche? Je dis ça en particulier parce que, donc toujours avec vos remarques et vos commentaires sur Facebook, Twitter, LinkedIn, j'ai eu pas mal de retours sur notre dossier qui est en kiosque, les relations corps-esprit, où les gens disaient mais est-ce qu'il ne s'agit pas un peu de charlatanerie? Est-ce que c'est pas un peu un sujet étrange, ésotérique pour un magazine qui se veut scientifique? Donc voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, voilà, ma question c'est comment on fait pour choisir un bon sujet et quels sont les critères, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui réponds encore ou si quelqu'un veut y répondre. Moi, je veux bien commencer, Comme vous voulez. D'abord, les sujets sont proposés par les journalistes de la rédaction et donc ils sont tous discutés au sein de comités de rédaction. À partir de leur lecture, c'est souvent à partir de leur lecture, donc c'est quand même souvent le fait que plusieurs livres récents soient parus sur le sujet ou qu'il y ait une actualité qui va nous faire penser que ce sujet est pertinent à un moment donné. Alors, la pertinence, c'est une notion compliquée parce que c'est toujours relatif, c'est toujours contextualisé. On prend en compte aussi, bien sûr, des dimensions commerciales, par exemple, sur un dossier parce que la couverture va porter dessus. Donc, forcément, on va aussi prendre en compte ce qui a déjà intéressé nos lecteurs dans l'historique de Sciences Humaines. Si c'est des sujets qu'ils ont boudés massivement pendant plusieurs fois, on va se dire, bon, on va en faire un article, par exemple, mais peut-être pas un dossier, si le sujet nous paraît important à traiter, bien sûr. Donc tout ça intervient. C'est des décisions qui sont toujours collégiales.
Il faut quand même qu'il y ait du nouveau, c'est-à-dire que si, je sais pas, imaginons que les dossiers sur l'amour, on va dire, l'amour, ça plaît toujours. Bah non, si c'est pour faire le même dossier qu'il y a 2 ans et qu'il y a 10 ans, pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'il y ait là encore des nouvelles données ou des nouveaux modèles. Donc ça, c'est vraiment quand même assez catégorique. Il faut qu'il y ait une problématique aussi. Voilà, c'est quoi la question en fait? C'est quoi la problématique à éclaircir? Dans le contexte actuel, on essaie quand même d'éclairer aussi nos vies. Voilà ce que je peux dire, ce qui me vient en tête spontanément. Et Ouais. pour le dernier numéro, Héloïse, sur les remarques dont tu faisais, Ah oui, sur bien les sûr. remarques que tu soulignais, Hugo, la question aussi, c'est moi quand j'ai relu l'article, quand j'ai relu ce dossier, je trouvais très bien fait, ce qui m'a intéressé, c'est que chaque fois sur des pratiques, on avait la genèse de la pratique, on avait et à chaque fois il y avait un état de l'art sur la recherche, Oui. cette pratique, qu'est-ce qui était en termes de résultats, qu'est-ce qui avait été pour l'instant avéré entre guillemets, ou qu'est-ce qui avait été démontré, qu'est-ce qui était encore à confirmer ou qui n'avait pas été validé par la recherche. Et c'était peut-être là notre valeur ajoutée aussi à Sciences Humaines, c'est de remettre toujours en perspective. Voilà, c'est pas donc Voilà. c'est pas ésoté. Alors c'est vrai que souvent c'est les gens qui viennent des sciences sociales qui sont un peu rétifs à l'égard de la psychologie, pas toujours, c'est pas forcément le cas, mais la psychologie quand même on essaie de la suivre de manière tout aussi sérieuse que les autres disciplines à sciences humaines. Pour nous ça fait vraiment partie de notre champ parce que c'est l'une des disciplines qui éclaire l'humain. Or, on a constaté là vraiment un basculement de modèle qui nous semblait mériter un dossier. C'est-à-dire que pendant longtemps, la plupart des thérapies partaient du verbal. Et de plus en plus, il y a cette idée qu'elle pourrait procéder du corps et des liens corps-esprit avec un déclin relatif de la psychanalyse et une montée en puissance au sein des pratiques thérapeutiques de plein de nouvelles pratiques, effectivement, dont le sérieux peut être mis en cause. Et donc, pour chacune de ces thérapies corporelles, c'est ce qu'on appelle les thérapies psychocorporelles, on a essayé de faire un travail vraiment scientifique, justement. Moi, je trouve aussi que vraiment, il y a un travail très solide. C'est un dossier qui a été énormément relu aussi, y compris par des spécialistes, pour savoir voilà, d'où venaient ces pratiques et quelles étaient les évaluations à leur sujet. Et quand il y a des évaluations, en rendre compte. Et quand il n'y en a pas, et c'est ce qu'on a fait systématiquement quand il n'y en avait pas, dire au lecteur qu'il n'y a pas d'évaluation parce que c'est tout aussi important que de dire le contenu d'évaluation quand il y en a. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, c'était le sujet de l'émission de la semaine dernière avec Marco Lano qui a coordonné le dossier et avec Bruno Falissard qui est chercheur et pédopsychiatre sur la question. Alors on a pas mal d'interventions sur Facebook et Twitch. J'ai un peu de retard mais il y a des questions intéressantes. La première que je vous transmets de Il Giardino sur Facebook qui dit « Quelle est la frontière selon vous entre défendre des valeurs, ce que vous faites, et faire de la politique ? Avez-vous peur de cela ?» Et Naofono qui renchérit sur Twitch, elle dit sa question est hyper intéressante, surtout dans le contexte actuel. Français et international, les départements de sciences humaines sont en danger, moins financés, voire fermés. Comment défendre les sciences humaines sans parler de ça? Alors, la question des valeurs et de la politique. Oui, c'est deux questions différentes. C'est la question de la ligne éditoriale, en fait. C'est est-ce qu'on prend parti dans des débats de société et spécifiquement dans des débats sur la place des sciences humaines dans des pays comme la France, mais aussi les États-Unis, le Brésil, la Hongrie. Est-ce que pour vous, en tant que journaliste sciences humaines, il y a des choses, des valeurs que vous avez et que vous n'hésitez pas alors mettre en avant, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas que vous n'hésitez pas à solliciter quand vous travaillez, quand vous traitez un sujet? Parce que c'est un peu la question, j'ai l'impression, derrière ce que dit Il Giardino, tu vois, c'est avoir des valeurs. Il dit vous avez des valeurs. Les valeurs, quelque part, les valeurs qu'on a, elles vont être déterminantes dans les sujets qu'on va être amené, enfin, je dis pour moi en tout cas, dans les sujets qu'on va être amené à porter au sein de la rédaction. Moi, je prends mon exemple très concret. Bon, j'ai surveillé de très près les questions de genre.
et puis les questions aussi d'engagement politique en faveur des femmes, notamment des femmes en politique et pour les droits, l'égalité hommes-femmes en général. Oui. Et ben, cette préoccupation-là, qui est aussi un engagement personnel quelque part, ça m'a amené à porter justement ces sujets et à proposer régulièrement des sujets sur, par exemple, on a fait un GD sur le féminisme, on va avoir un livre aussi sur le féminisme. Voilà, moi je dirais que le lien, après les valeurs, elles transparaissent pas dans ce qu'on écrit parce qu'on se doit de garder quand même une certaine neutralité et surtout on n'est pas là pour prendre position, on est là pour exposer différents points de vue, les confronter, les points de vue de chercheurs. Voilà. En fait, la difficulté, c'est que le magazine a quand même une vocation qui est très pédagogique. Et c'est vrai que quand on fait de la pédagogie, il y a assez peu d'espace pour exprimer un parti pris politique. Après, comme le dit Maud, c'est sûr que dans la façon dont on choisit nos sujets, les thèmes qu'on va choisir plutôt de traiter ou non, il y a probablement des valeurs qui transparaissent. Mais on fait assez peu on fait pas d'articles qui soient vraiment de l'ordre de la tribune. Ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qui n'existe quasiment pas dans Sciences humaines. Et pourtant, c'est vrai que la question pourrait se poser pour notamment la place des sciences humaines. Moi, je sais que quand on avait fait la nouvelle formule, j'avais un petit peu plaidé pour qu'on le fasse. On l'a pas fait finalement. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé en Hongrie ou au Brésil, par exemple, ou même en France d'ailleurs, où il y a eu des attaques qui pouvaient être assez fortes parfois, on peut se poser la question de ce qu'on doit défendre, puisqu'on se nourrit des sciences humaines, est-ce qu'on doit défendre la place des sciences humaines et sociales dans la société? Ouais, c'est ça. Voilà. Après, si on le fait pas. Je pense qu'on le fait indirectement en montrant tout ce que ces sciences nous permettent de comprendre, justement, en quoi elles sont utiles, en quoi elles nous apportent à la compréhension du monde, à la compréhension de l'actualité. Et finalement, indirectement, on le fait comme ça. Pour moi, c'est central ce que tu dis, Fabien, c'est-à-dire que en donnant à voir, en exposant les derniers résultats des sciences humaines, on participe aussi à la dissémination de ces connaissances. Et on sait aujourd'hui à quel point c'est un enjeu pour toutes les universités, pour tous les laboratoires de recherche, justement, notamment justement pour obtenir des fonds. Aujourd'hui, il est important, on demande aux chercheurs de publier dans des revues scientifiques, mais aussi de s'adresser de plus en plus au grand public. Et donc, je pense que quelque part, on court pour personne, mais on contribue aussi à cette mission qui est de faire dialoguer les sciences humaines avec la société, avec le grand public, quoi, de les mettre dans la cité et puis qu'elles nourrissent les débats, etc. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça et je trouve ça assez gratifiant. Ouais, ceci dit, ce qui pourrait avoir du sens, on avait le projet, et on l'a toujours, je pense, de raconter beaucoup plus régulièrement la fabrique des sciences humaines, comment travaillent les chercheurs et les chercheuses, comment est-ce qu'elles en arrivent à leurs conclusions. Et dans ce cadre, on pourrait envisager de temps en temps de faire une enquête sur l'université française aujourd'hui, quelles sont les conditions de travail, quels sont les moyens alloués, pas alloués, qui seraient à la fois un article de société et un article avec une dimension un peu épistémologique. Donc épistémologique, c'est quand on raconte comment travaillent les scientifiques, en gros, ou comment, dans quel contexte travaillent des scientifiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, par exemple. Et dans un article comme ça, s'il y avait des problèmes, par exemple, de sous-financement dans les départements de sciences humaines et sociales, c'est quelque chose qu'on pourrait dire dans l'article, à condition que ça soit, encore une fois, étayé, appuyé par des données solides, par des expertises solides, etc. Et je pense que c'est la question indirectement de Naofono qui dit à nouveau là dans le chat, mais si les sciences humaines n'existent plus, vous n'aurez plus rien à vulgariser. Est-ce que déjà tu lis sciences humaines, je suppose, peut-être pas forcément hyper régulièrement, mais est-ce que tu as l'impression que le magazine fait abstraction de ce sujet, de la production des savoirs en sciences humaines en France? Héloïse, tu voulais ajouter quelque chose en attendant peut-être? Oui, alors c'était pas cette question-là, donc j'ai peur de faire marche arrière. Non, deux petites choses un peu contradictoires, hein. Mais j'aime bien la contradiction. C'est d'une part, on n'est pas un journal d'opinion. Il y a d'une presse d'opinion en France, hein. Donc c'est pas l'identité de Sciences humaines, ça l'a jamais été. Et c'est vrai que moi, en tant que rédactrice en chef, je vais toujours favoriser ou privilégier un papier qui explicitera bien à la fois les faits, les données, et puis les tenants et les aboutissants des thèses en présence, s'il y en a. S'il y a une thèse, par exemple, plus libérale, et puis une autre plus holistique, par exemple. Enfin, on va essayer justement de dire de manière vraiment
précise en fait, hein, quelles sont les interprétations en présence, et sans dire au lecteur ce qu'il doit penser. On est là pour lui délivrer une information scientifique. Voilà, ceci dit, et c'est là que j'en arrive à me contredire un petit peu moi-même, j'ai aussi en thèse la célèbre phrase de Durkheim qui dit « La sociologie ne vaut pas une heure de peine si elle ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif ». Et Durkheim disait bien que la sociologie, elle était là aussi pour améliorer la société, qu'elle avait cette vocation-là. Et je pense que dans le cœur qui palpite de tout journaliste ou chercheur, même s'il s'en défend, il y a quand même cette volonté que le savoir qu'il développe, qu'il écrit, etc., serve une amélioration de la société. Mais après, qu'est-ce que c'est l'amélioration de la société? Voilà. Vaste question. Selon d'où on vient, de ses valeurs respectives, et on y met des contenus différents. Alors, Moi, je voulais juste clore, ouais, vas-y. Je suis désolée, Hugo, de te couper la parole. Vas-y. Non, je repensais juste à un article que j'ai écrit l'année dernière pour Fabien, quand j'étais pigiste pour Sciences Humaines, sur l'histoire de la recherche, et pour lequel j'avais beaucoup lu et qui était vraiment hyper intéressant, et où on parlait justement de ces débats sur le sous-financement chronique de la recherche, la question des sciences humaines. Donc, sauf erreur de ma part, il s'appelle La Fabrique... faudrait que je retrouve le titre. C'est dans un grand dossier sur les sciences. Voilà, sur un gros dossier sur les sciences, c'était l'histoire des politiques de recherche, et à cette occasion, j'abordais la question du financement de la recherche. Voilà, si ça peut mettre de l'eau au moulin, mais c'était dans une démarche, en effet, un peu essayer de trouver ça. Historique. Nous aurons un gros article aussi sur l'université dans le numéro d'octobre. Vous voyez, je prends un peu d'avance, mais... Alors, ouais, je vais regarder ça, mais avant, donc, les remarques de Naofono sur le sujet, donc, qui dit oui, je lis ponctuellement sciences humaines, et oui, ce serait bien de savoir un peu comment on fabrique la science, voir la tour sur la socio des sciences, par exemple, le savoir est indissociable de sa fabrique. Nos conditions de travail influencent ce qu'on produit scientifiquement, la science est située dans un contexte. Voilà, je remonte un peu le fil parce que j'ai raté quelques questions. Mariam sur Facebook qui demande quels sont les sujets selon vous sur lesquels nous manquons de recherche ou sur lesquels il vous semble que nous soyons en retard en France. Vaste question. Ouais. Alors, dans le champ que je connais, alors c'est assez difficile, mais dans le champ que je connais un peu, à savoir la philosophie, il y a une séparation qui est assez importante justement entre ce qu'on appelle la philosophie des sciences ou la philosophie analytique dite d'inspiration anglo-américaine et la philosophie qu'on dit parfois continentale, qui tourne plus autour d'auteurs européens, souvent classiques. Et c'est vrai qu'en philosophie des sciences, il y a assez peu de choses dans la recherche et aussi dans la vulgarisation. C'est vrai que moi, par exemple, quand je parle de philosophie de la biologie, c'est un sujet que j'aime bien suivre, mais la plupart des gens en France ne comprennent même pas ce que ça veut dire, en fait, parce que la philosophie, pour eux, c'est forcément la morale, la politique et le sens de la vie, en gros, quoi. Et quand on parle de philosophie de la biologie ou de philosophie de la physique ou de sociologie de la physique ou ce genre de choses, souvent c'est assez opaque et je pense que ça fait partie un peu des angles morts de la recherche. Enfin, dans la recherche, ils savent que ça existe, mais par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, il y a une vraie différence, quoi. C'est le premier truc qui me vient. Est-ce que les autres, vous avez des idées? Maud? Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup en sociologie aujourd'hui. On a beaucoup de travaux sur les questions de genre, alors que voilà, historiquement, la France a été plutôt en retard jusque dans les années 90, début des années 2000. Où il y avait très peu de travaux sur les questions de la place des femmes dans la société. Voilà, là, ces dernières années, ça s'est beaucoup accéléré. De la même manière, en sociologie, il y a des domaines qui sont bien balisés, la sociologie de la famille, la sociologie de l'éducation, la sociologie du travail aussi, qui est un domaine où il y a tout un ensemble de travaux. Je dirais qu'on a peut-être un petit peu moins d'approche en sociologie, par exemple, sur tout ce qui concerne Internet, le numérique. Voilà, c'est peut-être des domaines un peu plus récents sur lesquels il y a moins de travaux historiquement, il y a moins de travaux que d'autres domaines. Cécile et Héloïse, moi j'avais l'impression que dans tout ce qui était pédagogie, sciences de l'éducation, il y avait plus de choses au Québec, au Canada qu'en France. C'est le cas ou pas du tout?
Moi, je suis assez d'accord. Enfin, je trouve en effet qu'au Québec, il y a une recherche en pédagogie qui est, j'ai l'impression, plus ancienne et un peu plus fournie. Et moi, je dirais, et je laisse Héloïse répondre ensuite, j'ai l'impression qu'il manque en pédagogie et en sciences de l'éducation, l'approche comparatiste n'est pas encore très développée, je trouve. Mm. Moi, j'ai l'impression... pardon, vas-y, Héloïse, t'allais dire quelque chose. Non? Vas-y. Non, mais ok. Enfin, moi, je suis de beaucoup plus loin que vous, hein, mais j'ai aussi l'impression qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose des débats traditionnels qui sont toujours présents en trame de fond de la recherche en pédagogie, des oppositions classiques sur les méthodes de lecture, sur les méthodes d'apprentissage, sur la pédagogie en général. Et c'est vrai que bah, parfois, je trouve que les Canadiens, par exemple, ont une approche bah, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus basée sur l'étude du terrain, et comme tu dis, les approches comparatives, ce genre de choses, où c'est moins, il y a moins de, enfin, je sais pas, peut-être de préjugés ou de chapelles en fait qui se querellent. En tout cas, c'est mon regard extérieur aussi. Peut-être c'est parce que je suis pas au Canada, mais en France, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de querelles de chapelles quoi en sciences de l'éduc. On n'a pas de chercheurs canadiens là sur le chat avec Mm. nous? Ça On en serait a eu chouette fut un d'avoir. temps, mais je sais pas Ça, je- s'ils sont encore là. Je trouve quand même que les sciences de l'éducation sont assez dynamiques en France. Je vais un petit peu les défendre et que justement il y a de plus en plus de dialogue avec d'autres universitaires francophones. On parle du Canada, mais la Belgique aussi, par exemple, est très productive. Il y a de très beaux labos de recherche sur ces questions. Voilà. Pour revenir à la question des trous noirs, des angles noirs des sciences humaines, alors je me sens un petit peu humble par rapport à ce sujet parce que il y a quelques 60 000 thèses qui sont conduites en France en ce moment et je ne sais pas tous les sujets abordés par les chercheurs. Donc voilà, il y a encore des chercheurs qui travaillent. Voilà, Mm. l'humain, c'est un objet insondable et il y a encore beaucoup de sujets de connaissances voilà, qui vont venir à nous apporter, et nous faire progresser, en tout cas dans notre auto-compréhension. Il y a eu des expériences dans l'histoire de sciences humaines où on avait des belles questions. Par exemple, je pense à un numéro qu'on avait fait sur nos pensées intérieures. Et en même temps, on avait beau chercher, on disait c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme, d'une femme? Qu'est-ce qu'on se raconte? On voit bien qu'on se raconte plein de choses toute la journée, que déjà on se lève, on a des petites phrases dans la tête, tout d'un coup on se dit tiens, il faudrait que je fasse ça, puis on pense à un tel, et puis c'est un peu fouillis, mais enfin on a plein de voix intérieures. Et en cherchant des articles scientifiques sur ce sujet, eh ben, on était un peu pauvre en réalité. Et puis là, il y a des travaux, Fabien pourra nous en parler prochainement, qui commencent à arriver sur cette question-là. Mais voilà, c'est quelquefois on se pose des questions et on fonctionne aussi souvent comme ça. C'est-à-dire, on parlait de la manière dont on choisissait des sujets de dossiers. Souvent, ça vient de la production éditoriale, de la production en sciences humaines. Mais quelquefois, c'est des grandes questions qu'on se pose comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Et on se rend compte qu'on a on a des bouts de savoir, mais qu'on a du mal à articuler pour avoir une réponse satisfaisante. Ok, très bien. Et ben le temps tourne, donc on arrive à la fin de cette émission. Je voulais quand même vous mettre, si jamais vous cherchez quelque chose à emmener à la plage, si vous partez en vacances, dans vos kiosques, vous trouverez le dernier numéro de Sciences Humaines sur les thérapies corps-esprit, donc le dossier dont on parlait brièvement tout à l'heure, coordonné par Marco Lano. Vous avez également un hors-série Les Essentiels sur les sagesses antiques. Là, il y a pas mal de lectures aussi. Si vous aimez la philo, si vous avez envie de lire un peu de philo cet été, c'est aussi normalement toujours en kiosque. Et enfin, un grand dossier sur l'éducation positive, coordonné par Béatrice Caméraire, dont on parlait tout à l'heure, qui est toujours en kiosque. Donc voilà, c'est peut-être pour les parents, c'est l'occasion l'été de revoir nos pratiques éducatives. Le numéro est vraiment très intéressant. Moi, en tant que parent, j'ai beaucoup appris. Donc voilà, vous avez ces 3 numéros de sciences humaines en kiosque. Merci à toutes et à tous d'avoir participé.
Voilà, merci pour cette saison aussi. C'était un plaisir d'être avec vous une fois par semaine sur Twitch et sur Facebook maintenant. On reprendra au mois de septembre. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Suivez-nous de Sciences Humaines. D'ici là, voilà, passez de bonnes vacances en espérant que vous en ayez au mois d'août ou peut-être vous en revenez. Auquel cas, bonne reprise. En tout cas, passez tous et toutes un bon été. Merci à Fabien, à Maud, à Cécile et à Héloïse d'avoir participé avec moi à cette émission. Et puis voilà, on se retrouve en septembre. À bientôt tout le monde. À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.